Lorsqu'on parle d'elle sur le plan international, c'est toujours pour évoquer des drames violents. Viols collectifs, exactions des bandes armées, enlèvements crapuleux, des tueries qui n'en finissent pas. Rien que depuis fin 2019, les ADF, les Forces démocratiques alliées, un groupe armé à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, pour reprendre les termes du président Tshisekedi, sont accusés d'avoir massacré plus de 1000 hommes, femmes et enfants dans le territoire de Béni. Depuis 2017, dans les provinces d'Ituri, du nord et du sud Kivu, non concernées par l'état de siège, les violences ont fait 4 592 morts. C'est pour mettre un terme à cette insécurité que le 6 mai dernier, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a instauré l'état des sièges en Ituri et au nord Kivu, deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Près de 2 mois après l'instauration de cet état des sièges, quel bilan ? L'état de siège pourra-t-il rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, livré depuis plus de 20 ans à des groupes rebelles contre lesquels ni l'armée congolaise, ni les missions onusiennes, MONUC, puis MONUSCO, ne sont parvenus à venir à bout. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Merveilleuse, magnifique et riche province victime de ses immenses richesses minières. Goma le phénix qui renaît progressivement de ses cendres, après la coulée de lave du volcan Nyiragongo, la deuxième en moins de 20 ans, mais qui reste confronté à l'insécurité. Plusieurs invités sur ce plateau de RFI France 24, exceptionnellement dans cette ville martyre. D'abord, M. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Merci. Arrivé au pied levé, puisque nous devions avoir ici un général, porte-parole de l'armée, qui ne pouvait pas débattre dans cet environnement, parce que l'armée ne débat pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, la grande muette. Second invité de ce plateau de Goma, Elvis Moutiri Ouabachara, ancien ministre et député national de la ville de Goma. Bonjour, Monsieur Elvis Moutiri Ouabachara. Bonjour, Alain. Et merci d'être là. Notre troisième invité est M. Stewart Muhindo, militant de la Lucha. Stewart Muhindo est également chargé de l'information publique au CREDO, le centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Alain, merci beaucoup. J'ai envie de commencer en disant, plus d'1 mois et demi déjà après l'état des sièges, quel bilan ? Est-ce que les violences ont reculé, ont diminué dans cet environnement ? Ma première question sera pour le député national. Merci Alain. 1 mois après, il s'observe une amélioration. En ces termes-ci, premièrement, à la suite de la sensibilisation du gouvernement militaire, ainsi que des acteurs sociaux, des députés, les appels de la société civile. Je vais vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Il y a plusieurs bandes armées qui ont rendu les armes, c'est une bonne chose. Et cette action a été combinée, bien sûr, par la pression militaire qui a été exercée. Les assassinats fléchissent, et je crois que vous avez suivi les opérateurs économiques qui annoncent une tendance à la hausse de leurs activités. Donc pour vous, on est dans la bonne voie, parce que lorsqu'on entend les uns et les autres, dans la presse, et beaucoup d'observateurs, on a le sentiment plutôt que rien n'a bougé, que les gens ont même plus peur maintenant que l'armée est présente. Non, ce n'est pas mon impression. Ça fait 15 jours que je suis ici. Ça fait le bilan que je vous donne. C'est un bilan qui a été fait par les députés qui se trouvent ici à l'occasion de l'arrivée du président de la République. Et comme je le dis... Puisque le président a voulu marquer symboliquement le fait en étant sur place depuis quelques semaines. Et je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on a senti au niveau de l'organisation des activités militaires que quelque chose a changé. Alors je pose la même question à M. Muhindo, qui a l'air de ne pas être tout à fait d'accord avec ça. Oui, exact. En fait, je suis d'accord avec monsieur le député sur le fait qu'il y a eu des opérations militaires et il y a eu une reddition de certains groupes armés, notamment dans les Massissi et dans le sud Lubero, notamment les FPP, les fronts des patriotes pour la paix armée. Mais qui font la guerre. Oui. Patriotes pour la paix, mais exact. Qui font la guerre. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il manque un plan de démobilisation et de réinsertion de tous les miliciens qui sortent des groupes armés. Donc, c'est des personnes qui sortent des groupes armés avec les risques qu'ils y retournent. Deuxièmement, on a senti qu'il y a... Avant qu'on arrive à ça, je voudrais, en termes de bilan, dire, parce qu'on a vu que l'état des sièges a été prolongé, qu'il n'y a plus de délai,
savoir si vraiment ça a reculé. Quelles sont les premières victoires? Les uns et les autres disent non, il ne s'est rien passé sur le terrain. Pour l'instant, on discute, mais il ne s'est rien passé sur le terrain. Vous êtes d'accord que ça a reculé? Je suis d'accord qu'il y a eu des opérations militaires qui ont contribué à la reddition de certains groupes armés, mais que les tueries se sont poursuivies. Si vous voyez à Beni, si vous voyez à Ituri, encore aujourd'hui, il y a eu 14 morts à Manzobe. Donc ça signifie que les tueries se sont poursuivies. Un autre élément important, c'est que les violations des droits de l'homme et la restriction de l'espace civique s'est aussi poursuivie. C'est qu'il y a de plus en plus de violations des droits de l'homme commis par... De la part des éléments de forces de sécurité, mais aussi des abus commis par les membres des groupes armés. Mais aussi, il y a cette restriction de l'espace civique. Donc, toute expression, toute manifestation est accusée d'outrage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut lever le doigt sans être accusé d'apporter du désordre, en gros. Déjà, il y a un député de l'Ituri, par exemple, qui est arrêté pour outrage au chef de l'État, juste pour avoir critiqué l'action du président de la République. On va parler de l'aspect droits de l'homme dans un instant. Mais là, je me tourne vers le ministre porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, si vous deviez dresser un bilan de façon très, très concrète, il y a plus d'un mois, on a décidé l'état des sièges. Le président de la République s'est même déplacé pour s'installer à Goma. Bien sûr. Symbole fort. Mais sur le terrain militaire, quel résultat? Je crois que, d'abord ici, c'est bien que vous le mentionnez, nous faisons cette émission à Goma. C'est déjà un effet psychologique important de voir que le président s'y est installé, ça fait 3 semaines comme il avait promis. Alors, lorsque les gens parlent de bilan, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez voir comme bilan, parce qu'ici, nous avons instauré l'état de siège parce que ça fait 25 ans qu'on essaye de mettre fin à toute cette situation d'insécurité. L'état de siège, c'est un peu pour pallier au plus urgent. C'est une thérapie de choc. Mais la solution à cette crise que nous connaissons, M. Alain Foucault, ne se résumera pas simplement du fait de l'installation de l'état de siège. Vous avez suivi ce que le précédent intervenant a dit, M. Mouindo a dit qu'il y a une pression militaire qui s'exerce. Elle est d'abord psychologique du fait de l'instauration de l'état de siège, mais qu'ensuite il y a des opérations qui se font parce qu'ici, ce n'est pas une guerre classique. Une guerre classique où vous avez des lignes de front qui sont bien connues et où vous êtes sûr que ceux qui sont en face respectent les règles d'engagement. On va en parler parce que vous avez vu que hier à Beni, pour la première fois, c'est dans les centres-villes, on a vu de kamikazes. C'est extrêmement grave parce que dès le départ, nous disons que cette guerre est asymétrique. Et donc aujourd'hui, nous sommes plutôt satisfaits de voir qu'il y a une pression militaire, de voir que nous avons enregistré, je crois, des milliers des miliciens qui ont fait la reddition. Nous sommes dans un processus intermédiaire. Le Premier ministre était ici, il a reçu des délégations de miliciens en attendant de mettre en place un processus DDR différent du processus précédent. Parce qu'avant, c'était la démobilisation, les désarmements, la réinsertion, mais ici, on a rajouté un aspect communautaire. Nous nous disons que si nous voulons apporter une solution durable, peut-être faut-il envisager que les miliciens qui se rendent de ce côté, voir comment les amener ailleurs pour voir dans quelle mesure on peut les réformer pour les réinsérer dans la vie civile. Ici, nous tenons à saluer par exemple, l'implication des élus et des différents acteurs qui ont choisi de soutenir l'action de l'état de siège, qui a été une réclamation, parce que la population... Mais il y en a qui n'étaient pas pour l'état de siège, qui continuent de s'interroger. Le problème, c'est que nous sommes dans un état démocratique où les avis opinent. Mais ici, vous êtes président de la République. Vous regardez les efforts économiques qui sont concentrés pour mettre fin à cette situation. Et ce qui est encore plus choquant, cher Alain Foucault, c'est que lorsqu'on parle de cette partie du pays, tout le monde pense que dans cette ville de Goma, vous ne pouvez pas circuler parce qu'on tue... Oui, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de tueries dans ces zones-là. Les morts là existent bien, monsieur le ministre. Ce n'est pas que les morts n'existent plus, mais la manière de présenter cette situation, les gens pensent que nous sommes en train de vivre une situation des tueries quotidiennes. Nous avons été à Beni, nous avons amené la télévision nationale à Beni, les gens ont vu qu'à Beni, les étudiants vont à l'école. Vous avez vu que les populations d'ici ont développé une forme de résilience et que ici, moi, je pense... tellement le choix. Qu'est-ce qui a installé ces groupes armés, ces groupes rebelles dans cette région? Pourquoi on en arrive là, monsieur le député? Il y a d'abord 1994, n'oublions jamais ça. Il y a eu un déferlement des réfugiés rwandais dans une ville de 150 000 habitants. Il y en a eu 2 millions. Et donc on est passé de 150 000 à 2 150 000. Et donc, tous les systèmes sécuritaires
tous les dispositifs sécuritaires a explosé. Et la communauté internationale ne nous a pas aidés parce que les réfugiés devraient rentrer d'où ils sont partis. Et ça dure. Ces personnes ont ainsi, que ce soit les ADF, eux, ils sont venus... Qui sont un groupe rebelle qui sont des dit rebelles. Avoir fait allégeance à l'État islamique. D'abord, qui sont des rebelles qui combattaient le régime ougandais et qui se sont finalement repliés parce que le Congo, le Zaïre à l'époque, représentait pour eux des bases arrières. Ils contrôlent une économie dans cette province de 350 millions de dollars par an. Vous avez entendu 350 millions de dollars. Vous avez entendu les miniers. Là où il y a les meilleurs gisements... Ça appartient au groupe rebelle. Ça appartient au groupe rebelle. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de l'absence de l'État dans cette zone? Mais bien sûr, l'autorité de l'État s'est érodée au fil du temps. Et aujourd'hui, l'état des sièges, entre autres choses, c'est d'essayer de rétablir cette autorité de l'État. Et si on ne rétablit pas cette autorité de l'État, nous allons continuer dans cette insécurité qui va devenir finalement endémique. Oui, mais lorsqu'on regarde les forces en présence, on dit ça dure depuis 25 ans. Comment expliquer que cela n'ait pas reculé pendant toutes ces années-là, malgré tout ce que l'on disait? Est-ce qu'il n'y a pas eu la main des autres à l'intérieur de cela, Elvis Stewart? Pardon. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la main des autres personnes? Je crois qu'il y en a eu. Je crois qu'il y a différentes rébellions qui se sont succédées, que ce soit les RCD, que ce soit les CNDP, que ce soit les M23. Il y a des rapports crédibles du groupe d'experts des Nations Unies qui ont pointé le Rwanda dans le soutien à ces groupes armés. Donc je crois qu'il y a une main extérieure qui soutient ces forces négatives pour continuer à piller les ressources minières. En fait, il est surtout question de pillage de cette région. Exact. Mais il y a aussi une part de responsabilité de notre gouvernement qui n'arrive pas à mettre en place des opérations, des actions en tout cas politiques, militaires et sociales, économiques sérieuses pour endiguer ces violences. Donc on voit par exemple qu'il y a par exemple des groupes armés qui naissent uniquement parce qu'ils veulent combattre l'expansion de parcs nationaux. Donc vous voyez juste que... Le parc de Virunga. Le parc de Virunga par exemple, lorsque les attaques se passent dans le groupement de Binza, elles sont essentiellement motivées par cet enjeu du contrôle des terres et c'est des questions de gouvernance qui peuvent être résolues au niveau de notre pays. Donc je pense qu'il y a exactement cette main extérieure, mais il y a aussi ces manques de sérieux à l'interne qui facilitent un peu la Alors lorsque le ministre porte-parole du gouvernement écoute ça, l'absence de l'État, le manque de volonté politique, et également la main des voisins, parce qu'on a beau dire, il y a la main des voisins dans cette aventure, est-ce que l'état des sièges, c'était la solution? Si on a vaincu ces groupes armés, est-ce qu'on aura résolu le problème dans le coin? On assume la part de responsabilité de l'État, premièrement, et on ne peut pas nous reprocher de manquer de volonté. Parce que justement, l'état de siège est une solution prévue par la Constitution. Nous l'avons déclaré, nous, parce que nous pensons qu'il est important d'apporter, ce que je disais tout à l'heure, une thérapie de choc. Au regard de la recrudescence de ces différents groupes, il y en a de deux types. Il y a des groupes armés étrangers. Les FDLR, c'est des étrangers. Les ADF, c'est des étrangers. Et il y a des groupes armés nationaux. Parce que le président de la République l'a dit à Bunia, et de manière très précise, pour dire que certaines communautés, parce qu'ici, on ne peut pas se les cacher si nous voulons régler le problème. Il se trouve que certaines communautés sont reliées à certains groupes armés. Il y en a 122. Ici. 122 communautés dans cette 122 groupes armés. Mais c'est pour ça que nous, on a posé le bon diagnostic. Et nous estimons que la solution doit arriver de manière progressive. La première solution, elle est militaire. Il faut amener la contrainte militaire. C'est pour ça que sur cette contrainte militaire, nous sommes ouverts. Le président de la République, durant son séjour ici, a rencontré le président ougandais. Il a rencontré récemment le président rwandais. Parce qu'avec eux, il faut aussi parler de sécurité. C'est aussi une préoccupation pour eux, de savoir qu'ils ont leurs citoyens dans un pays et qu'ils y sèment des troubles. Donc, avec nos amis ougandais et rwandais, on va
échanger des renseignements, on va collaborer politiquement pour être en mesure d'essayer de Les gens ont envie de les vous dire, menaces est-ce et que les c'est régler. sincère? Parce que ces États... La question de la sincérité ne peut Puisque ces États tirent la question de la des sincérité dividendes ne peut se jauger qu'à travers le temps. Ici, nous avons une volonté politique claire au niveau de Kinshasa d'avoir cette normalisation avec le pays de la sous-région. Cette volonté, elle est claire. Et il est établi aujourd'hui, cher Alain Foucault, que si ces pays veulent continuer de profiter, parce que nous avions la CEPGL à l'époque, qui permettait aux pays qui sont géographiquement plus petits que le nôtre de profiter de notre potentiel, il y a moyen de le faire de manière plus transparente. Et ce serait avantageux pour tout le monde. C'est dans ces cadres que le président Kagame est arrivé ici. Pour le reste, au-delà de l'état de siège, il y a des solutions qui doivent arriver de manière progressive, parce que l'honorable Moutir, il a dit, ça fait très longtemps que l'autorité de l'État a cessé de se faire ressentir. Lorsque les communautés se sont senties dans l'obligation de se protéger, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas suffisamment confiance à l'armée, à la police, à l'époque. Justement, aujourd'hui, vous me tendez une perche extraordinaire. Aujourd'hui, le commandant suprême est sur place ici pour mobiliser les troupes. Nous étions à Bouna, les présidents de la République voulaient même aller sur la ligne de front. Il y a eu une discussion autour, on dit, bon, écoutez, la route est un peu ceci, cela, mais la volonté... Vous avez eu le syndrome des billes. Aucune crainte. Aucune crainte. La preuve, beaucoup pensaient que le président n'irait pas à Béni. Nous sommes partis à Béni, on est resté 3 jours, ça fait 3 semaines que nous vivons ici à Goma. Et chaque fois que le besoin s'est fait ressentira, nous irons partout du côté du président de la République. La volonté est claire. L'armée dont on parle, cher Alain, qu'on ne vous trompe pas, l'armée n'est pas exempte de la crise que ce pays connaît. Depuis 1994, on l'a dit tout à l'heure, le président de la République lui-même a reconnu qu'il y avait des attitudes, des comportements au niveau de l'armée qui ne permettaient pas au pays de régler les problèmes. Et nous sommes en train de les régler progressivement parce qu'il y a de procès, il y a des officiers qui ont été removés, qui ont été sortis de leurs fonctions. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons repris la coopération militaire avec l'armée américaine, chose qui n'était pas envisageable il y a une dizaine d'années. Donc, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique progressive, mais que la solution pour un problème qui se pose depuis 25 ans ne saurait se trouver en 6 mois ou en 2 ans, parce qu'il y a des problèmes structurels qui doivent être résolus en même temps que nous faisons la sécurité. Alors, on entend pas mal de personnes dire... oui, l'état des sièges, on n'en voulait pas, vous nous l'avez imposé, et là, vous prolongez. Je me tourne là vers celui qui est le défenseur de la société civile, Stewart Muhindo. Est-ce que pour vous, c'est trop de prolonger cet état des sièges? Pour vous, est-ce que ça devrait s'arrêter maintenant? Alors, sur ces faits, je reviens en fait sur ce qu'a dit M. le ministre. Donc, il a exactement dit que la déclaration de l'état des sièges en soi, ce n'est rien. C'est ce qui suit après. Ce sont les opérations militaires. C'est un plan de réinsertion. C'est l'engagement de traiter les causes profondes des conflits qui compte. Alors moi, je pense que cela peut aussi se faire sans état de siège. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de siège crée aussi un autre environnement. Je vais revenir, par exemple, sur le secteur de la justice. L'état de siège a fait que les compétences pénales des juridictions civiles soient dévolues aux juridictions militaires. Mais au Nord Kivu, par exemple, il y a 3 juridictions militaires, alors qu'il y a 12 juridictions civiles. Ça signifie désormais que 3 juridictions militaires vont couvrir tous les dossiers qui étaient traités par 12 militaires, 12 juridictions civiles. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'on est entré, l'état de siège crée un environnement un peu plus contraignant pour les civils, alors que tous les fonds, en fait, tout ce qui aurait dû être les fonds de l'état de siège peut être mené sans qu'on ait décrète cet état de siège et qu'on arrête la vie, qu'on n'arrête pas la vie, en fait, qu'on bloque. Mais là, on vous dit qu'il n'y avait pas de vie avec la violence qu'il y avait ici, avec l'insécurité qui prévaut. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par un état, par une situation de choc pour résoudre le problème pour un moment? Comme je l'ai dit, encore une fois, la situation, je m'excuse, elle s'est aggravée. Donc, si on compte le nombre de personnes décédées, si on interroge la maman de Oicha, de Boulongo, de Mutuanga, elle vous dira que je suis toujours en insécurité. Donc pour elle, il n'y a pas de changement. Et moi, ce que j'ai dit, je suis d'accord avec les ministres sur le fait que l'état de siège, c'est juste un concept, mais c'est les fonds, ce sont les actions qui suivent qui sont essentielles. Mais là, vous revenez à quelque chose. Vous dites qu'il y a toujours des morts, il y a toujours des violences. Or, tout à l'heure, j'avais l'impression que vous étiez d'accord que ça reculait un tout petit peu, les violences. Ce que j'ai dit,
c'est que c'était la reddition de groupes. C'était certains groupes. Évidemment, je suis d'accord sur le fait que l'état de siège a créé quand même un certain choc psychologique qui a poussé tout le monde à s'interroger et à prendre certaines décisions. Mais au fond, c'est du feu de paille. Donc, il faut des choses plus profondes, il faut des choses plus sérieuses pour arriver à pacifier la région. Et je pense qu'il est possible de mener toutes ces actions essentielles pour la paix sans nécessairement passer par l'état de siège, parce que l'état de siège a un coût très élevé pour les citoyens, comme je l'ai dit déjà. Sur le droit de l'homme sur le droit de l'homme, comme je l'ai dit, sur l'administration de la justice, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Par exemple, la personne qui est à Walikale, auprès de qui on a volé une poule, il doit venir siéger à Goma à plus de 250 km pour obtenir justice. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, ça veut dire que toutes les autres juridictions sont mises en veilleuse. Exact. Et ça cause quand même un problème. C'est impossible, Alain Foka, c'est impossible aujourd'hui d'obtenir même un simple jugement pour le changement du nom. C'est impossible d'obtenir un jugement pour les divorces, uniquement parce qu'il y a état de siège. Est-ce que ce n'est pas possible de continuer à chercher la paix, de mettre en place des mesures qui contribuent à restaurer l'autorité de l'État sans porter atteinte aux droits fondamentaux du citoyen comme avoir accès à la justice? Mais monsieur le ministre, c'est quand même sérieux. Je note quand même une certaine contradiction dans ce que dit notre ami Stewart. Parce qu'autant il parle, il faut aller sur des choses profondes en termes des solutions, autant le fait qu'il fustige ou qui pense que l'état de siège ne change rien, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut préciser ici que l'état de siège est une situation temporaire. Oui, mais le temporaire dure quand même depuis un moment. C'est pas une situation. Le président vient de dire qu'on ne va plus... Non, mais on va quand même noter que le président vient de dire que ce ne sera plus dans le temps. C'était pour un mois. Laissez-moi continuer. Parce que... Et il faut la deuxième chose ici. Ce n'est pas l'état de siège qui est liberticide, c'est l'insécurité. C'est le sentiment de savoir que vous pouvez sortir de chez vous le matin et ne pas rentrer à vous le soir. Quelle plainte n'avions-nous pas reçue comme gouvernement? Depuis que oui, mais si quelqu'un ne peut pas se faire rendre justice aujourd'hui, il s'interroge là-dessus. C'est une situation temporaire. Parce que quand les gens se disent... Parce qu'il faut dire des choses franchement. On ne va pas citer des noms des gens ici, mais qui ne sait pas que la guerre asymétrique que nous menons, nous ne pourrons pas la réussir si on n'a pas un réseau de renseignement fort. Qui ne sait pas qu'il y a des réseaux dans cette province ou dans l'Ituri qui entretiennent les sécurités, qui en profitent? Qui ne sait pas que certaines personnes s'y réfugient derrière leurs humanités et tirant des ficelles derrière, par exemple, contre la MONUSCO? Qui ne le sait pas? N'aviez-vous pas entendu les présidents de l'Assemblée s'exprimer à un moment à ces sujets? Mais parce que ce n'est pas tout le monde qu'il faut fustiger, mais parce que la complexité de la question ici requiert de mesures exceptionnelles qui permettent à l'armée, qui permettent à la police d'agir directement et non pas de se réfugier derrière de principes. Alors ici, il faut que notre ami s'apaise. C'est une situation temporaire qui est fixée, qui est régie par une ordonnance. J'espère mais dans le même temps, le temporaire commence à durer un peu. Oui, monsieur même si ça dure 6 mois, je termine par là, même si ça dure 6 mois, si ça dure une année, mais tant que la thérapie de choc est apportée et que la solution au problème des sécurités majeures est donnée, le reste viendra de soi. Nous aurons le temps de régler tous ces problèmes qui n'est pas plus important qu'assurer la sécurité de vies humaines. Mais on vit au quotidien et les problèmes sont au quotidien, donc ils ne vont pas mettre leur vie en veilleuse pendant 6 mois. Non, je crois que c'est très important de faire un état de siège pour permettre effectivement à ce que le travail de sécurisation se fasse dans la sérénité. Mais que vous disent vos élus? C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est que le ministre vient de dire. Chaque communauté a une bande armée pour protéger ses propres intérêts. Pourquoi? Parce que l'autorité ne peut pas s'exercer sur les conflits fonciers. Jusqu'à présent, il ne s'exerçait pas sur le conflit. Expliquez-nous ça. Mais parce que les gens qui se mêlent des conflits fonciers, ils viennent de partout, même ceux qui n'ont pas qualité. Ce n'est pas seulement des magistrats, il y a des militaires qui se mêlent des conflits fonciers, il y a le service des renseignements, mais ici, il y a une certaine clarté. C'est vrai qu'il faut revoir cette idée de l'accès à la justice.
aujourd'hui, il n'est pas normal. Vous ne pouvez pas investir, par exemple, parce que le tribunal du commerce est fermé. Vous ne pouvez pas déclarer votre enfant. Il est sans papier parce qu'il est né en état de siège. Et les tribunaux militaires vont être submergés. Comme notre ami le dit, il y avait 12 juridictions, il en restait 3. Donc, le président de la République, il faudrait qu'il réexamine la situation de l'accès à la justice. On ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Quand on parle des droits de l'homme, je pense à la visite des amigos, des prisons et tout ça, où le magistrat doit aller vérifier la régularité de l'arrestation. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne peut pas le faire. Et donc ça pose problème. Ça pose un véritable problème. Donc c'est des choses. Est-ce que ça peut se corriger dans un état de siège? Est-ce qu'on peut décider comme ça, on va faire fonctionner les tribunaux, par exemple, en restant en état de siège, puisque c'est ça l'état de choc? Je crois que c'est un état d'exception. Malheureusement, c'est un état d'exception. C'est pour ça qu'elle est temporaire. Et bien maintenant, si l'état de siège est appelé à durer du fait de la nature des menaces, il y a évidemment le président de la République comme le gouvernement, nous ne pouvons pas rester insensibles sur ce qui est dit. Parce que si l'état de siège doit être prolongé de manière autant de fois que c'est là que le besoin sécuritaire l'imposera, il faut bien qu'on regarde cette question de la justice spécifiquement pour éviter que cela ne soit les terreaux d'autres conflits. C'est pour ça que le dialogue autour de l'état de siège est important. C'est pour ça que le gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, il y a un dialogue qui s'est fait de manière permanente avec les populations représentées à travers les élus pour que de manière progressive, on regarde comment, sur certaines situations, on peut prendre des mesures d'allègement. M. Stewart, vous êtes satisfait par cette réflexion? Vous pensez qu'il faut dialoguer encore? Et je sais que vous avez envie de parler également de l'armée. J'espère que je suis d'accord en fait sur le fait qu'il faut évaluer, dialoguer pour évaluer l'état de siège. Et je suis heureux que messieurs les députés aient aussi reconnu ces blocages de la justice et que lui qui chaque 15 jours procède au renouvellement de l'état de siège, j'espère qu'il pourra peser de tout son poids à l'Assemblée nationale pour que cette question de justice trouve plus ou moins solution. Et ça vaut pour toutes les questions sur l'état de siège. Parce qu'on constate que malheureusement à l'Assemblée nationale, le processus de renouvellement, il est comme automatique. Les gens viennent, ils lèvent leurs mains, on est d'accord, on rentre, alors que ça aurait dû être un débat de fond sur une évaluation vraiment sérieuse de 15 jours d'état de siège et pour continuer à l'améliorer, quoi. Donc j'espère que l'engagement pris par les ministres et surtout, messieurs les députés qui renouvellent l'état de siège est important pour assurer un accès à la justice. Alors on parle beaucoup de l'armée. On a beaucoup parlé de l'armée. Les gens disaient qu'on avait même plus peur de l'armée que des groupes rebelles. Exact. Un mois et demi après, est-ce que l'armée s'est mieux comportée? Est-ce qu'elle a commis encore autant d'exactions? L'armée, malheureusement, elle a continué à connaître d'exactions. Et heureusement, même le président de la République l'a reconnu, qu'il y a toujours des pratiques mafieuses au sein de l'armée. À Beni, encore une fois, il l'a reconnu, que les policiers ont torturé des enfants et il a d'ailleurs ordonné à l'auditorium militaire d'ouvrir une enquête. Donc, en fait, l'armée a continué à commettre des bévues. Et malheureusement, bon, je sens qu'il y a un bond dans la bonne direction. Il y a déjà, par exemple, des enquêtes. Vous notez quand même des améliorations. Oui, mais il reste des choses importantes à faire. Je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, sur la question de Beni, je suis très satisfait sur le fait que l'État ait pris en charge certains enfants qui étaient blessés, que l'État ait ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mais les personnes qui sont impliquées dans ces violences, dans ces atteintes aux droits de l'homme, ont encore été responsabilisées par le président de la République lui-même. Alors que le meilleur signal pour la lutte contre l'impunité... Quand vous dites ça, parce qu'on entend beaucoup dire ça, le président aurait promu des gens qui ont commis des exactions. Le président de la République a promu, par exemple, le colonel François Kabeya, qui était responsable de la police à Beni, qui a commandé les troupes pour mener la répression contre les élèves et contre les femmes. Et c'est lui qui est promu maire de la ville de Goma. Donc je pense que ça trahit plus ou moins les bons discours de lutte contre l'impunité, de proximité avec les populations qu'il tient toujours. Donc je pense qu'il est important que... ce serait un signal très fort pour lui que les personnes qui sont présumées avoir été impliquées dans des situations de violation des droits de l'homme ou dans des opérations mafieuses soient carrément écartées de la gestion des opérations militaires, mais aussi des entités pendant cet état de siège. Ce serait, je pense,
très rationnel et cohérent en termes de discours et d'actes à poser. Dommage, parce qu'on avait un général qui devait venir ici, mais bon, c'est la grande muette, il aurait répondu. Mais je pense que monsieur le ministre peut répondre à ça. Est-ce que ça va mieux dans l'armée? C'est extrêmement grave. Est-ce que ça va mieux? C'est extrêmement grave, ce que Stuart dit. Parce que, vous savez, Alain Foucault, des mauvais journalistes, il y en a. Des mauvais avocats, il y en a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas jeter l'anathème sur tout un corps parce qu'il y a 2 brebis ou 3 brebis galeuses. Encore que là, le président de la République, le commandant suprême lui-même, l'a reconnu. Et donc, il ne faut pas considérer que nous, parce que nous sommes au gouvernement aujourd'hui aux responsabilités, que nous avons les solutions à tous les problèmes qui sont récurrents à la nature même du problème économique que rencontre. Mais comprenez dans le même temps. Non, ça veut dire que dans le même temps que les gens se disent, s'ils reconnaissent ça, pourquoi ils les envoient sur le terrain? Non, regardez, parce qu'il faut faire attention. Est-ce que vous savez quels sont les sacrifices qu'ils consentent aux militaires? Est-ce que notre ami qui est là, il sait qu'il est protégé par la police, par l'armée, même si on est peut-être... Mais dans le même temps, il y a des tueries à côté. Même si on est... les tueries, mais il peut y en avoir. En France, il y a des gens qui arrivent, toujours à échapper. Donc il faut regarder ici, nous sommes dans une dynamique de reconstruction de l'État. Il faut le reconnaître. Et donc, l'armée est une armée qui est en phase de reconstruction. Lorsqu'il y a des difficultés, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, notre armée, on ne peut pas dire de notre armée, par exemple, que c'est une armée des criminels ou des personnes qui violent de manière délibérée les droits de l'homme. C'est méconnaître. Moi, j'ai fait... Mais le président l'a reconnu. Quand le président l'a reconnu, c'était à quelle période? Quand le président l'a reconnu. Regardez d'où nous venons. Regardez d'où nous venons, où nous sommes. Quand le président circonscrivait le problème, j'étais dans la salle. C'est des pratiques qu'il a trouvées fort malheureusement. Mais c'est des pratiques qui n'existent plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique claire. Par exemple, à Nitouri, pour la première fois, il y a un auditeur militaire qui est installé là-bas pour suivre toutes ces questions d'exaction. Et vous savez que dans l'armée, pendant l'état de siège, la discipline est encore plus forte qu'elle ne l'est avant. Et donc, notre ami, et comme tous les autres, ils doivent s'apaiser parce que les questions sont bien prises en charge. Ici, l'idée, Alain Foucault, ce n'est pas l'état de siège qui va nous permettre de régler tous les problèmes de sécurité dans cette région. Encore qu'ici, je dois vous dire que les pressions, par exemple, que subissent les groupes terroristes et les ADF, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, quand ils reçoivent une pression militaire? Ils s'en prennent à la population. Ils font la publicité sur des massacres qu'ils commettent, et certaines personnes, parce qu'ils sont tellement animés d'une volonté de diaboliser notre armée, ils disent l'armée ne fait rien. Mais ils ne savent pas que ces massacres, c'est les résultats d'une pression, et qu'aujourd'hui, nous tous, lui, Stuart, l'honorable, nous tous, nous devons nous unir autour de notre armée et contribuer parce qu'aucune armée n'est peut gagner une guerre. On a besoin de faire confiance à cette armée. Mais bien sûr, même si les choses s'arrangent, on a besoin de faire... Absolument, sans avoir confiance à l'armée, vous ne concourez pas à régler les problèmes de sécurité. Quand il prend un exemple, je pense qu'il faut être attentif à cela, même si vous devez lui répondre tout simplement qu'il va y avoir des enquêtes ou que les enquêtes sont en cours. Mais il n'est pas le seul. Le président l'a dit. Il n'est pas le seul à avoir des doutes sur la probité de cette armée, sur les pratiques de cette armée. Mais le doute de probité, mon cher Alain, mais nous pouvons les avoir sur des activistes de droits de l'homme aussi. Pourquoi dans le même temps, on sait ce qui s'est passé. C'est ce focus-là qui est fait, qui est tenté, parce que fort malheureusement, on ne parle pas beaucoup des choses positives qui se font dans notre armée. Parce que le genre, pour eux, ce qui importe, c'est les brebis galeuses, qui sont d'ailleurs en train de subir la rigueur de la justice, ou qui la subiront parce que le processus est en cours. Et donc ici, Alain, il faut nous mettre dans une perspective d'avenir. Il faut regarder les efforts qui sont faits dans un contexte économique difficile, dans un contexte sécuritaire complexe. Je vous donne les cas de l'Itourie. Nous discutions quand nous étions là-bas avec les généraux. Il nous dit, moi je dois lancer des opérations contre la Codeco. Mais il se trouve que ces enfants qui sont là-bas sont des enfants de mes administrés. Alors, vous êtes chef militaire, qu'est-ce que vous faites? Vous déclenchez les feux contre les enfants de vos administrés ou vous passez par une méthode où vous impliquez les communautés? Parce que nous avons dit ici que la composante militaire n'est pas la seule composante qui va régler les problèmes. Donc, il y a une composante qui implique que nos amis, par exemple de la lucha, de s'impliquer dans une dynamique où toutes les communautés commencent à contribuer. Il faut reconnaître que la lucha reconnaît quand même qu'il y a eu des bandes armées ont été neutralisées. Il a commencé en le disant, mais il a le droit de regarder ce qui ne va pas. Mais nous sommes dans un il contexte a le droit démocratique. de mentionner des choses qu'il remarque. Donc quand il parle de l'armée, il n'est pas le seul à en avoir parlé. Alors vous êtes élu de Goma, M. Moutieri. Aujourd'hui, vous dites, ça a plutôt bien avancé jusqu'à maintenant. Sur combien de temps pensez-vous que cet état de siège doit rester encore?
si on vous posait la question demain à l'Assemblée, parce que les populations se disent à quel moment ça se termine. Bien sûr, ils veulent des résultats. Si on veut un état de siège qui produit des résultats par rapport aux opérations militaires, il faut l'évaluer par rapport à ces opérations. Mais ce qu'il faut retenir, il faut y revenir, parce que c'est très important. Les bandes armées, non seulement elles sont neutralisées, mais il faut savoir que les clivages ethniques et communautaires sont réduits au moment où nous parlons. Et ces clivages ont été portés toujours par nous, les hommes politiques. Il faut le savoir. Et que donc, quand on parle de la restriction des activités, je dirais moi, des activités politiques, je pense que c'est toujours dans le même but de pouvoir laisser l'armée, les services de renseignement, faire leur boulot. L'armée a besoin des informations, des renseignements nécessaires pour son travail. Si l'état de siège nécessite une période propice à des activités militaires, il faut le faire. Donc, on ne le limite pas dans le temps? Non, moi je ne limiterai pas dans le temps par rapport aux activités militaires. Mais qu'on améliore la vie des gens quand même pendant ce temps. Non, ce qui est important, c'est d'examiner la question de l'accès à la justice. Il faut voir aussi l'administration. L'administration, elle est importante dans le Nord Kivu. Je ne pense pas, à mon avis, que l'administration militaire telle qu'elle a été mise en place suffira à faire fonctionner la province. Stewart? Oui, alors c'est vraiment une bonne chose que M. le député ait reconnu plus ou moins le besoin de renforcer l'accès à la justice pendant cet état de siège, qu'il ait aussi mentionné le fait que l'administration militaire ne saura pas assurer l'ensemble des services publics pendant l'état de siège, qu'il ait aussi reconnu que la victoire finale, la pacification, ne sera possible que grâce à la collaboration entre les populations et les forces armées. Et sur ce point, et c'est ça en fait, parce que pour renforcer la collaboration, c'est important qu'il y ait... C'est là que c'est important de respecter les droits de l'homme. Parce que les gens ne vont pas faire confiance à une armée qui les menace, à une armée qui les arrête, à une armée qui les tabasse à ne rien de temps. Donc je pense que c'est important pour les forces armées de continuer à respecter le droit de l'homme et les populations n'ont d'ailleurs pas de choix parce que les populations sont fatiguées avec les conflits armés. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on en finisse en fait. Et si nous avons d'ailleurs plusieurs fois fait preuve de collaboration avec les forces armées, il y a 2 jours, des écoliers de Mutuanga en secteur Rwenzori à territoire de Beni ont apporté des vivres à l'armée. Donc c'est des écoliers. Ça veut dire qu'il y a des gens, un rapprochement qui comprennent avec... que pour eux, la solution, c'est l'armée. Mais si cette armée est encore la première à tabasser ces gamins, ça veut dire que demain, ils ne reviendront pas. C'est pourquoi c'est important de continuer à respecter les droits de l'homme, même si on peut penser que les militaires, il est au-dessus et que la priorité, c'est... Alors, en un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce que on a déjà enclenché la suite de l'état de siège, parce qu'il s'agit d'abord d'économie dans ce pays-là, dans cette région-là. Est-ce que, pendant qu'on est en train de faire l'état de siège, on prépare la suite qui est économique? Nous travaillons sur toutes les pistes en même temps. Autant nous travaillons sur l'économie, autant nous travaillons sur l'état de siège, autant nous travaillons sur les aspects sociaux. L'État ne s'arrête pas pour autant. Beaucoup avaient des appréhensions au début de l'état de siège parce qu'ils pensaient que même les activités économiques n'évolueraient pas. Mais vous avez vu qu'elles ont continué. Et donc ici, il faut que toutes les forces sociales de cette partie du pays, notamment la Lucha et tous les membres de la société civile, fassent confiance à l'armée. Il y a des difficultés qui sont connues, qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais il y a une volonté politique sur laquelle il ne faut pas douter. Celle du président de la République et tous les gouvernements de mettre fin à cette situation. Le président est installé à Goma, beaucoup ne le croyaient pas. Sa présence met beaucoup de pression sur nos militaires, y compris sur des questions de justice, mais en même temps motive nos militaires sur les questions d'engagement sur terrain. Il faut que nos amis d'ici, de Beni, de Bunia, d'Ituri, s'organisent aussi pour apporter les soutiens, les réconforts moraux qu'il faut, et que s'il y a des cas avérés, des militaires, nous sommes accessibles. Je suis le ministre de la parole, mais je suis aussi le ministre de l'écoute. Ça ne sert à rien d'en faire une publicité
un peu comme pour jeter l'anathème sur tout un corps, on peut commencer à régler nos problèmes d'une autre manière qu'en voulant les étaler sur la place publique. Mais il faut qu'on leur tende aussi l'oreille. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On arrive au terme de cette émission. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre. J'avais rêvé d'un général sur ce plateau pour en parler. Et on caresse l'espoir que cette ville et cette merveilleuse province, d'une inestimable richesse naturelle et minérale, trouvera enfin la paix et se développera à sa bonne mesure. Merci en tout cas et bon courage à vous. On reviendra ici en espérant arriver sans qu'il y ait des militaires. Nous arrivons au terme de ce débat africain consacré à l'insécurité et à l'état de siège dans le Nord Kivu. Merci monsieur, merci d'avoir accepté de venir en parler sur ce plateau. On caresse l'espoir que cette ville et cette merveilleuse province, d'une inestimable richesse naturelle et minière, trouvera enfin la paix et se développera à sa bonne mesure. Que les barbares de tous bords qui l'ensanglantent, qui mutilent les femmes, les enfants et les vieux, seront rapidement vaincus. Bon courage. La réalisation de ce magazine était assurée par Sébastien Faye, avec le soutien technique de Thomas Hollande. L'actualité continue sur France 24.